Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence. C'est l'avant-dernière de l'année 2025 dans le cadre de notre programme Allo Hémato. Mais vous inquiétez pas, on vous prépare un joli programme pour 2026. Alors ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Émilie. Elle va nous en dire plus sur les bienfaits du yoga. Et donc, je suis certaine qu'on va apprendre plein de choses sur tout ce que le yoga peut apporter aux patients, notamment NMP. Côté pratique, comme d'habitude, il y a un espace chat pour échanger entre vous et un espace questions. Vous pouvez dès maintenant commencer à rédiger vos questions et je les poserai à la fin de la présentation d'Émilie. Donc, Émilie, c'est à toi. Je te laisse nous dire tout et moi, je vais tout apprendre parce que je n'y connais rien. Merci beaucoup, Karine, pour la présentation et vraiment un grand merci à l'association, donc à toi et à Pauline pour cette opportunité de partager ma passion, le yoga. Et je vais commencer. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir à toutes les personnes qui participent. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, touc, 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 avec la présentation. Est-ce que vous le voyez correctement? C'est parfait. Super. Ok, donc on va faire ce que j'ai pensé pour cette session, ce webinaire avec vous, pour le rendre un peu plus vivant, parce que pour moi, le yoga, c'est une pratique vivante. Avant de rentrer dans le lard, dans le vif du sujet, j'avais envie de faire une petite pratique simple avec vous. Déjà pour moi, vu que je présente, ça va m'aider à être calme, et pour les personnes aussi qui suivent en direct, ou même en replay, ça va aussi vous permettre de trouver un peu de calme et un peu plus de focus, de concentration pour cette heure et demie ensemble. Donc, je voulais vous commencer simplement avec un petit exercice de respiration tout bête. Donc, si vous êtes assise comme moi sur une chaise, essayez de décroiser les jambes, de trouver les pieds bien en contact avec le sol. Si vous êtes assise par terre, vous pouvez aussi sans problème avoir les jambes croisées. Voilà. Mais dans tous les cas, on va essayer de trouver le dos un peu plus long, un peu plus allongé, plus droit. Ramener un peu les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va commencer avec un petit exercice de respiration. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. Une longue expire. Vous pouvez à nouveau le faire, d'inspirer par le nez et une longue expire par la bouche. Et maintenant, on va revenir à une respiration 100% par le nez. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Si ça vous va, vous pouvez fermer les yeux maintenant. Déposez les mains sur vos cuisses, les mains tournées vers le bas ou vers le haut, peu importe. Et simplement observer votre respiration comme elle est actuellement, sans essayer de modifier quoi que ce soit. Simplement observer le passage de l'air dans vos narines qui rentre légèrement frais et qui ressort un peu plus réchauffé. Ici, qu'est-ce que vous pouvez percevoir? Quel est le rythme de votre respiration? Est-ce que l'inspire ou l'expire, l'une ou l'autre est plus longue? Est-ce que la respiration est équilibrée? Encore quelques secondes de cette respiration nasale, simplement en observant le passage de l'air qui remplit les poumons et qui ressort. À présent, on va passer à un deuxième petit exercice avant de passer à la présentation, la respiration abdominale ou diaphragmique. Donc, si vous voulez, vous pouvez déposer les mains au niveau du bas-ventre et simplement ici, ramener votre respiration vers cette zone-là. Donc, inspirez, essayez de gonfler le bas-ventre et avec l'expire, le bas-ventre qui dégonfle un tout petit peu ou beaucoup.
Au début, on peut exagérer le mouvement, hein. On peut essayer de vraiment bien, bien gonfler le ventre à l'inspire et à l'expire, le ventre qui dégonfle. Continuez à faire ce petit mouvement encore 2, 3 fois, simple. Et merci de m'accompagner pour ce petit exercice calmant. Une dernière fois. On va finaliser avec une longue expire. Et c'est parti. Je vais commencer la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de prendre soin de soi autrement par le yoga. Donc, pour poser les bases, on est ici grâce à l'association Vivre avec une ENMP qui a été créée en octobre 2021 et qui regroupe à la fois les patients, les familles et les professionnels de santé. L'objectif de l'asso est l'information, le soutien, la promotion de la recherche. Et la super bonne chose de cette association, en tout cas à mon goût, c'est qu'elle propose de l'activité physique adaptée qu'on appelle APA, et aussi depuis le mois de septembre du yoga adapté, du yoga doux, comme j'aime bien l'appeler. Je vous expliquerai pourquoi après. Que l'on enseigne, que j'enseigne une semaine sur 2, et la même chose avec l'APA, une semaine sur 2. Et ce sont des cours qui sont offerts aux adhérents. Voilà. Donc, pour refaire aussi un petit point, parce qu'on va en parler, des NMP. Les NMP, j'ai pris des informations qui viennent du site de l'association, donc j'espère que normalement c'est tout bon. Mais les NMP, les néoplasies myéloprolifératives, donc les néoplasies, des tumeurs constituées de cellules qui prolifèrent de façon excessive, et myéloprolifératif, qui vient de myélo, de la moelle osseuse, prolifératif, multiplication rapide des cellules sanguines que l'on trouve dans la moelle osseuse. Les formes principales que vous connaissez déjà sûrement, on a la thrombocytémie essentielle, la maladie de Vaquez ou la polyglobulie de Vaquez, la myélofibrose et la leucémie myéloïde chronique. Voilà. Hop. Et ici, j'arrive, donc je suis Émilie, je suis à la fois adhérente et aussi la professeure de yoga. J'enseigne le yoga depuis 2019 et je suis donc patiente diagnostiquée depuis le début de cette année de la polyglobulie de Vaquez. Dans tout ce que je me suis formée, ça fait des années, à peu près une dizaine d'années que je suis passionnée par le yoga. J'ai été formée en Hatha, en Vinyasa, en Yoga Nidra, que l'on appelle, en fait, ça veut dire le yoga du sommeil. C'est un yoga très méditatif. En yoga restauratif, qui est un yoga qui peut s'apparenter au yin yoga pour les personnes qui connaissent, avec beaucoup d'équipements, on est beaucoup au sol et on se repose. C'est le gros objectif. Et enfin, cette année, je me suis formée au yoga sensible au trauma pour essayer de comprendre avec un point de vue plus occidental comment le yoga aide notre corps et notre mental à trouver le calme et notamment à aider les personnes qui ont vécu des traumas qui sont quand même quelque chose assez courant. Donc, j'enseigne un yoga accessible qui, en tout cas, c'est mon souhait, qui s'adapte à chacun, à chacune. Et en parallèle, je me suis formée aussi dans médecine traditionnelle indienne, dans tout ce qui est massage et nutrition ayurvédique. Et entre le yoga et l'ayurveda, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de liens, parce que les deux viennent d'Inde et il y a beaucoup de ponts entre les deux pratiques. Donc d'abord, le yoga, c'est quoi? Peut-être que vous connaissez, enfin on connaît tous le mot yoga, qui ne voit pas des studios de yoga fleurir partout depuis quelques années. Le yoga, c'est une pratique qui est née en Inde il y a déjà des millénaires. Donc le premier mot, la première fois qu'on voit le mot yoga, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. La traduction la plus souvent utilisée du mot yoga, c'est l'union. Car on considère que il n'y a aucune séparation entre le corps et l'esprit. L'union, on parle aussi de cette connexion entre le souffle et le mouvement. Voilà, l'union aussi, c'est l'être humain dans tout son environnement. Donc ça considère qu'on fait partie de la nature et tout ça, voilà, il n'y a aucune séparation ni entre le corps et l'esprit, ni entre l'être humain et la nature.
et non plus entre le corps, notre souffle, le mental. Donc, cette pratique permet à l'esprit de devenir parfaitement stable. En tout cas, c'est la promesse du yoga, l'esprit de devenir parfaitement stable, calme, tranquille, clair et paisible. La première définition du yoga apparaît en tout cas que l'on utilise le plus souvent, c'est dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et la traduction la plus proche, parce que ça vient du sanskrit, est que le yoga est la cessation des fluctuations du mental. Donc c'est vraiment une pratique qui vise à calmer le mental. Donc, au-delà des postures, parce que nous, ce que l'on connaît souvent, après on pourra en discuter, mais le yoga, on voit souvent plus le côté postural, mais c'est surtout une manière de prendre soin du corps, du souffle et du mental. Tout ça va ensemble. Donc, à travers le mouvement, la respiration, la relaxation, le yoga aide à mieux gérer le stress, à apaiser les tensions et à retrouver de l'énergie. Donc ça, on va aussi le voir pourquoi c'est aussi important pour les patients atteints de NMP. Il s'adapte à chacun, quel que soit l'âge, la souplesse ou la condition physique. On dit au yoga qu'à partir du moment où on a un corps prêt pour le yoga. On peut faire du yoga avec tout, même assis. On fera d'ailleurs une pratique assise après. Le yoga peut se faire allongé, assis, debout, peu importe. Tant qu'on respire, tant qu'on a un corps, on peut faire du yoga. Et je vous ai mis ici une petite photo de Krishnamacharya pour faire une petite... comme je vais ensuite parler des ressources scientifiques, des sources scientifiques pour parler du yoga et NMP, pour parler aussi des sources du yoga actuel, cette personne-là est connue comme le père du yoga moderne. Et c'est une personne qui a enseigné dans les années 50 à peu près en Inde et qui a enseigné à de grands maîtres maintenant qui ont fait des petits et leur propre style de yoga. Voilà, donc on peut remercier Tirumalai Krishnamacharya. Pour revenir à l'exercice que l'on a fait tout à l'heure, je voulais vous expliquer ici pourquoi pendant le yoga on respire surtout par le nez et pourquoi la respiration est aussi importante. Parce que le yoga, c'est le mouvement, mais le mouvement en lien avec la respiration. Sinon, c'est du sport et pourquoi pas, le sport est génial, mais le yoga, c'est vraiment ce lien de mouvement avec la respiration. Alors, respirer par le nez, ce que l'on a fait, c'était observer simplement le mouvement de l'air et on a allongé progressivement l'inspire et l'expire. Les effets de donc ça a été vraiment prouvé scientifiquement, hein. Les effets de cette respiration, c'est que l'air est filtré et naturellement réchauffé. Ensuite, la respiration ralentit quand on commence à faire vraiment une respiration nasale. Il y a une meilleure oxygénation du corps, le nerf vague est stimulé et surtout, on va calmer le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux que l'on active quand on est stressé. Et au contraire, on va activer le parasympathique, qui est celui qui active quand on est très calme, quand on est détendu. Le deuxième exercice que l'on a fait, la respiration abdominale. Donc, si c'était il y a quelques minutes, on a fait le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Pourquoi c'est aussi important de travailler cette respiration abdominale ou diaphragmique? Vous avez sûrement entendu parler déjà quand on parle de notre système digestif qui est notre deuxième cerveau. En fait, ici dans le système digestif et dans la zone abdominale, on a le système nerveux entérique qui contient entre 200 et 600 millions de neurones et d'où est créé 95% de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et c'est aussi la zone où le nerf vague est très présent dans l'abdomen. Et c'est le nerf qui va donner l'information au cerveau que tout va bien. Et le cerveau, ensuite, à partir du ventre, on dit que tout va bien, ça va jusqu'au cerveau, et le cerveau peut ensuite renvoyer l'information à tout le corps. Et donc, on active à nouveau le système parasympathique, le système nerveux parasympathique. Les principes du yoga doux.
Donc, le yoga doux, pourquoi doux? Surtout parce qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de force. Tout est fait, chaque personne, après, quand on fera la pratique, vous le verrez, mais vous serez invité à faire des mouvements en fonction de vos sensations. Et on va tout le temps aller vers des mouvements où on se sent et on va éviter, on va contourner les espaces dans le corps où on aurait des sensations de douleur. On ne va pas forcer à rentrer dans une posture. Si on a un problème au genou, on ne va pas aller travailler sur des flexions du genou ou sur des appuis sur le genou qui vont nous faire mal. On va vraiment éviter ce genre de mouvement. Donc, il faut vraiment penser à l'adapter en fonction de chaque personne. Le souffle va nous guider. Donc, pendant toute la pratique, on va essayer de respirer de la manière la plus calme, équilibrée possible. Et pendant la pratique aussi, on va essayer de revenir à la respiration. On peut s'arrêter quand on en a besoin. Il n'y a aucune obligation de faire la pratique et on adapte tout le temps. Donc, c'est vraiment un yoga qui s'adapte à chaque personne et où on va sortir de cette idée qu'il faut faire. Au contraire, on va essayer de sentir et adapter en fonction de nos sensations. Voilà. Donc, les principaux symptômes cliniques rapportés en NMP. On a le premier symptôme, j'ai lu dans un rapport scientifique que 80% des patients avec une NMP ont de la fatigue persistante, même après repos. Donc, c'est vraiment le premier symptôme qui apparaît. Et on va voir après pourquoi le mouvement, justement, va équilibrer, va activer et va aider ce symptôme de fatigue. Ensuite, on a les sueurs nocturnes. On a le prurit, surtout au contact de l'eau chaude, les douleurs osseuses, les douleurs articulaires, les maux de tête, les migraines et aussi parfois la sensation de satiété. Donc, c'est des symptômes que peut-être en tant que patient, vous pouvez sentir plus ou moins, peut-être que vous allez vous reconnaître dans un symptôme ou dans un autre. Mais voilà en tout cas ce que les études montrent. Donc pour étayer cette présentation, je suis allée chercher des articles scientifiques. Karine aussi m'a aidée dans cette recherche, donc merci Karine. Et ce que j'ai trouvé, c'est que toutes les études jusqu'à présent faites viennent des États-Unis. Et la première vraiment notable est celle-ci de 2017. Et donc ça vient même, je vois d'Arizona et voilà, ça vient à chaque fois de l'Arizona, de Phoenix. Et la première étude, c'est une étude de faisabilité où pendant 12 semaines, ils ont pris 55 participants, dont 38 ont terminé le programme, et ils leur ont fait faire 60 minutes de yoga par semaine, et c'était du yoga doux et adapté, avec comme objectif d'évaluer la faisabilité, la sécurité, dans le sens, est-ce que c'est safe? Donc c'est peut-être une mauvaise traduction, mais le côté OK pour le corps, voilà, ça ne crée aucune perturbation pour le corps, et aussi les effets sur les symptômes liés à la maladie et au traitement. Et donc, ce sont des papiers très grands en anglais. Donc, on a fait une synthèse de ces résultats ici, avec donc 68% des personnes qui ont suivi ce programme étaient satisfaits ou très satisfaits. 75% ont noté une amélioration globale des symptômes. Il y a eu moins d'anxiété et de dépression, un sommeil de meilleure qualité, donc la fatigue réduite. Peut-être que l'un aussi va avec l'autre. La fatigue réduite, avec un effet partiellement maintenu à 16 semaines. Et 75% recommanderaient le yoga à d'autres patients. Dans cet article, dans cette étude scientifique, il y avait une note que je trouvais assez intéressante. C'était sur le yoga en ligne, comparé au yoga dans un studio ou voilà, en présentiel. En fait, ils ont remarqué que ça simplifiait l'accès aux cours
parce que ça réduit tous les obstacles des patients qui ont une NMP qui sont fatigués. Donc, aller se déplacer pour aller prendre un cours, c'est peut-être, ça va rajouter à la complication pour vraiment y aller. Et aussi la douleur, les difficultés de transport, d'organisation. Donc, il mettait vraiment en avant les avantages de faire cette pratique en ligne. Donc, le bilan de cette étude, c'est que le yoga en ligne est sans risque. Donc, quand on parlait de sécurité, c'était ça, sans risque, prometteur pour améliorer la qualité de vie et gérer les symptômes et les effets secondaires des traitements chez les patients et les patientes atteintes de NMP. Donc ici, il y a l'article complet. Je vous mettrai les ressources à la fin. Mais ça commence bien pour une première étude sur les effets du yoga pour les NMP. Une deuxième étude, donc en cherchant toujours dans ces articles, j'ai trouvé une deuxième étude qui, elle, est publiée en 2019, menée par la même équipe où ils sont allés un peu plus loin. Ils ont fait, donc l'article s'appelle le yoga en ligne chez les patients atteints de NMP. Résultat d'un essai pilote. Donc déjà là, on n'est pas sur un essai de faisabilité ou une recherche de faisabilité, mais là, c'est un essai pilote randomisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je ne suis pas scientifique, attention, destiné à éclairer les recherches futures. Donc à nouveau, c'est un programme de 12 semaines de yoga en ligne que les personnes faisaient chez eux. Cette fois-ci, ils avaient 72 participants ou participantes, dont 48 ont terminé le programme jusqu'à la fin. Et à nouveau, c'était 60 minutes par semaine de yoga doux et adapté. Donc, l'objectif de cette deuxième étude, c'était de tester l'efficacité préliminaire d'un programme de yoga en ligne, d'évaluer la faisabilité, de mesurer l'inflammation. Donc là, ils sont allés chercher aussi dans les capteurs d'inflammation s'ils trouvaient quelque chose. Et voici les résultats. Donc nous avons ici 81% des participants, participantes ont jugé le programme utile et facile à suivre. Et surtout, ce qu'on peut noter, on a des améliorations significatives au niveau de l'humeur, de la douleur, de l'anxiété et de la dépression ou de l'état dépressif. Et dans cette étude, ils ont cherché à voir les marqueurs d'inflammatoire. Dans le groupe de yoga, il était plus bas que dans les autres groupes. Donc, c'est ce marqueur TNF-A de alpha, de ce que j'ai compris, qui est un marqueur inflammatoire. Ils ont aussi remarqué une amélioration du bien-être émotionnel et de la gestion du stress. Petite parenthèse, pour avoir tous ces résultats, en fait, les participants devaient chaque semaine remplir un questionnaire pour pouvoir voir un peu l'évolution et faire une synthèse de tout ça. Donc, ils ont vu une amélioration du bien-être émotionnel et de la gestion du stress. Ils ont aussi remarqué un sommeil de meilleure qualité. Donc ça, quand on sait que le premier symptôme chez les patients, c'est la fatigue, avoir un meilleur sommeil, en général, ça résout quand même pas mal de choses. On a besoin d'avoir un bon sommeil. Et là, je m'inclus vraiment dedans. On a vraiment besoin de bien dormir pour vivre bien avec une NMP. Et le programme a été bien suivi. Donc, ils appellent ça comme une adhésion, une bonne adhésion au programme, où ils ont vu que les personnes faisaient entre 40 et 60 minutes de yoga par semaine en moyenne. Voilà. C'est plutôt encourageant. Ensuite, la même année, une autre petite équipe a fait un article qui a combiné toutes les recherches qui avaient été faites jusqu'à présent. Et ils ont fait des recherches aussi sur les approches intégratives. Donc, ça ne prend pas en compte que le yoga, mais aussi d'autres pratiques comme la méditation, le tai chi
euh, et l'exercice physique. Donc, ils ont vu. Parce que dans le yoga, quand même, il y a le yoga postural et c'est ce que l'on enseigne en général. Donc, l'exercice physique. Amélioration possible de la fatigue et de la condition physique et de la qualité de vie. Activité esprit-corps, donc on a le yoga, la méditation, le tai chi, le qigong, euh, tout ce genre d'activités qui sont des activités vraiment calmantes, lentes, entraînent une baisse de l'anxiété, une meilleure gestion émotionnelle et un meilleur sommeil à nouveau. Et ils ont vu aussi, donc ils ont remarqué aussi cette chose assez importante sur le marqueur d'inflammation qui montre que ces approches pourraient aider à réduire l'inflammation liée à la maladie. Il faut aller plus loin dans les études pour vraiment dire que c'est le cas, mais c'est en tout cas la piste qui ressort. Et aussi, ils ont noté quelque chose d'important. Ce sont toutes ces approches-là, l'approche intégrative de la santé, ce sont des approches complémentaires. Donc, toutes ces stratégies ne remplacent en aucun cas les traitements, mais peuvent soutenir le bien-être global. Et ça, je pense que les médecins seront d'accord. Euh, le yoga, la méditation, le tai chi ne remplacent en aucun cas les traitements que nos hématologues vont nous prescrire, mais vont aider à bien vivre notre maladie. Et j'ai trouvé le dernier article sur cette question-là des approches intégratives et NMP. C'était vraiment sur les NMP, où c'est un article vraiment très dense qui parle de yoga, mais aussi de nutrition, euh, de pratiques comme, à nouveau, comme le tai chi. Euh, il y avait l'acupuncture, les massages, c'était très, très dense. Mais pour revenir au yoga et l'exercice et tout ça, qu'est-ce qui ressortait de plus parlant? On avait que le yoga, une fois par semaine, améliore l'humeur, le sommeil, la douleur, l'anxiété et la dépression. Donc ça, c'est quelque chose qui avait déjà été remarqué dans les autres études. Ils ont remarqué aussi que l'exercice régulier améliore la capacité physique, la force et et il y aurait une possible baisse aussi du risque thrombotique. Euh, je ne suis pas médecin, mais j'imagine que simplement un exercice qui fait circuler, qui aide à la circulation sanguine, peut en effet aider à baisser ce risque. Mais après, ce sont que des suppositions, hein. On a ensuite la pratique de yoga, méditation et tai chi qui font baisser les marqueurs d'inflammation, qui font baisser la rumination et qui augmentent le bien-être. Et tout ça, surtout, a été très bien accueilli avec une très bonne participation. Et ils ont remarqué aussi des bénéfices encore plus marqués chez les patients en surpoids. Donc ça, c'est la dernière étude qui a été publiée, il me semble, je crois que c'était en juillet l'année dernière. Oui, c'est ça, en juillet l'année dernière. Donc ils sont allés vraiment loin dans cette recherche. Et le yoga fait en partie, partie de cette recherche, mais ils sont allés encore plus, ils ont exploré encore plus d'outils pour, euh, pour accompagner les patients. Donc, quels sont les mécanismes plausibles? Encore une fois, ce sont que des hypothèses, mais le yoga qui va réduire le stress et qui active le système nerveux sympathétique, qui est celui quand on est calme, améliorerait le sommeil et l'anxiété. Forcément, si on est moins stressé, on devrait un peu mieux dormir, on devrait être un peu mieux anxieuse. L'activité physique douce va aider en tout cas à la gestion de la douleur, va aider à trouver une meilleure mobilité et un meilleur bien-être. Voilà. Et un autre mécanisme plausible, c'est l'effet sur les marqueurs d'inflammation. Donc avec la réduction de cytokines, j'espère que je me prononce pas mal, comme la TNFA, qui a été observée dans cette étude pilote. Donc ça, ce sont les mécanismes plausibles.
À noter. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour l'instant, toutes les études que l'on a trouvées sur le yoga et les approches intégratives pour les NMP sont des études de petite taille. Ce sont des études pilotes. Donc, avec des résultats prometteurs, mais qui auraient vraiment besoin d'essais plus larges pour confirmer tous les résultats. Que le yoga est une approche complémentaire. Il n'est pas un substitut aux traitements médicaux. Donc ça, c'est vraiment très important. Et dans tous les cas, le yoga ou les mouvements, tout ce que l'on va faire comme soins de support, doivent s'adapter par rapport aux symptômes, par rapport à la fatigue, par rapport à la splénomégalie, qui est l'augmentation de la rate, par rapport aux pruries aquagéniques. Tout ça, toutes ces pratiques-là doivent vraiment s'adapter aux personnes et à chaque patient. Comment on peut adapter la pratique de yoga spécifiquement pour les NMP? Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est, comme on a vu, le premier symptôme, c'est quand même la fatigue. Il faut voir la tolérance à l'effort. Donc, le niveau de... la- parce que dans le yoga postural, on peut vraiment faire un yoga très, 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 très doux. On peut rester allongé tout le long. Mais on peut aussi faire des saluts au soleil, bouger dans tous les sens, bouger vite et faire quelque chose de un peu plus intense. Donc, il va falloir adapter en fonction de la tolérance à l'effort, de l'état de fatigue. On va aussi adapter par rapport à la splénomégalie, qui est donc cette augmentation de la rate qui peut arriver dans certains cas, en évitant les compressions abdominales fortes. Donc, on va éviter les flexions vers l'avant trop fortes. Et, ou sinon, dans certaines pratiques de posture restaurative, éviter de s'allonger sur le ventre avec un coussin par-dessus, ça va peut-être pas être la meilleure idée au monde. Pour les cas de prurie, notamment le prurit aquagénique, on va éviter les frictions au niveau de la peau et on va aussi adapter en fonction de l'essoufflement pour faire vraiment le faire. L'idée pendant la pratique, c'est que le souffle reste le plus équilibré, lent possible. Voilà. Donc pour ça, on propose des options assises, des options parfois dos au mur, avec les genoux soutenus. Et en général, ce que je propose comme pratique, c'est souvent une pratique qui mélange d'abord un moment de respiration, de revenir au moment présent. Ensuite, il y a plein de mouvements d'échauffement des articulations pour préparer le corps, pour vraiment aller lentement, aller chercher à ouvrir, mais vraiment tout doucement, et sentir où est-ce qu'il y a des sensations de tension ou pas. Et tout doucement, aller un peu plus loin avec des postures debout, parfois des saluts au soleil, parfois non. Et ensuite, à nouveau, des postures assises, et on finit par une détente complète. En général, c'est comme ça qu'on fait une pratique. Et pareil, on peut l'adapter complètement en restant assise tout le long, sans problème. Et pour les jours où on est vraiment très fatigué, on peut faire une pratique complètement allongée aussi sans problème. Donc, ce que j'encourage à chaque fois pendant les cours, et ce que je vais vous répéter aussi à nouveau pendant le moment de pratique, c'est l'auto-écoute. Donc, on va faire des pauses pour prendre le temps de sentir, faire que les transitions soient lentes. On va, hop, on va aussi, en plus de prendre des pauses, on va vraiment sentir essayer de faire que chaque transition soit la plus douce et la plus lente possible, en fonction de chacun et chacune, hein, toujours. Et on module selon la fatigue. Donc, en tant que professeur de yoga, pour encourager l'auto-écoute, euh, la chose la plus importante, je trouve, à dire, c'est de ne pas faire. Si moi je dis quelque chose, si j'encourage à aller vers une posture, mais que vous avez qu'une personne que je guide sent que ce n'est pas correct par rapport à son corps,
Et il faut d'abord s'écouter. Moi, je suis la deuxième voix, mais la première chose, c'est chacun doit s'écouter. Et ensuite, si les options que je propose font sens, vous pouvez me suivre. Sinon, non. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment prendre, s'approprier les décisions et les mouvements que chacun fait. OK. Alors, ici, j'avais préparé une petite chose que je voulais partager avec vous parce qu'au début, comme je vous expliquais, je suis aussi thérapeute en Ayurveda. Et en Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui est aussi reconnue par l'OMS, qui est très développée. Elle est reconnue en Suisse, par exemple. Elle est reconnue en Hollande. En Inde, il y a des universités avec des vrais médecins qui ont 6 ans d'études en médecine ayurvédique. Et c'est une médecine qui donne plein de petites recommandations pour bien vivre. En fait, l'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. Le mot en soi veut dire ça. Et les petites choses qui, moi, m'aident au quotidien, donc ça, c'est vraiment une parenthèse personnelle, c'est le grand verre d'eau tiède ou chaude au réveil. Parce que le matin, bah, c'est le moment où on est le plus déshydraté. Bah, d'ailleurs, je vais prendre une petite gorgée d'eau, mais à la vôtre. Mais c'est très important de boire vraiment et surtout au réveil. Et l'Ayurveda recommande l'eau tiède ou chaude parce qu'elle est supposément, elle va aller hydrater encore plus les tissus dans le corps. Certaines personnes font d'ailleurs un petit mix, mais ça, moi je le fais pas toujours, de mettre un petit peu de citron, un petit peu de sel dans l'eau parce que ça va être encore plus, ça va hydrater encore plus. C'est un peu, ça va rajouter plus de sels minéraux et voilà. Donc surtout bien s'hydrater le matin au réveil. Et la deuxième chose, c'est l'alimentation. Donc c'est vrai que là, on parle beaucoup de yoga, de mouvement, mais faire du yoga, ça ne marche pas bien si tout le reste ne va pas. Donc l'alimentation est quand même très importante et on recommande toujours une alimentation variée, de saison, bio, locale. Euh, voilà, ça fait sens en général pour beaucoup de personnes. Le mouvement quotidien. euh, Et là aussi, l'Ayurveda encourage le mouvement doux, le mouvement lent, mais régulier. Donc, il est mieux, par exemple, de faire tous les jours un peu de marche, tous les jours un petit peu de yoga, que de faire une fois par semaine 1 heure à fond. Voilà. Ça, c'est voilà, vraiment essayer de faire du mouvement régulièrement, régulièrement. Et après, de temps en temps, plus. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi tous les jours. Et ensuite, le sommeil, qui est quand même la clé du succès pour tout le monde et notamment pour les personnes atteintes de NMP. On a besoin de bien dormir pour bien fonctionner la journée. Et pour bien dormir, en fait, ça se prépare avec éviter les écrans le soir et se coucher avant 22 heures. Parce que c'est supposément le moment où à partir de 22 heures, c'est un bon moment où on va rentrer dans un sommeil très réparateur. Mais chacun a son rythme aussi. Donc voilà, ce sont des propositions, des choses qu'en tout cas moi j'applique ou j'essaye d'appliquer. Des fois, j'y arrive pas. J'y arrive pas tous les jours, mais quand j'y arrive, je suis contente et je sens la différence. Voilà, walou. Donc on a ici, enfin vous avez ici toutes les références d'articles scientifiques que j'ai pu trouver et donc on mettra aussi en lien. Et voici une petite phrase de Léonard de Vinci. Le mouvement est la cause de toute vie. Et quand je lis ça, je pense aussi que pour moi, le mouvement, c'est simplement le mouvement de la respiration, simplement le souffle. C'est déjà un mouvement dans le corps. Donc voilà. Et après, tous les types de mouvements. Hop. Avant de vous remercier pour votre attention, on va faire une petite pratique ensemble.
Donc, prenez le temps. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, de prendre un verre d'eau, faites-le. Et on se retrouve dans 30 secondes, 1 minute. Prenez le temps. Moi, je vais m'installer. Je vais juste décaler un peu la caméra pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Hop. On va commencer assis et après, on va se mettre debout. Donc, vous voyez si vous avez la place. Et si vous êtes en habit de ville, pas besoin d'aller mettre un legging pour ce qu'on va faire. Moi, je suis habillée à peu près normalement. Enfin, voilà. C'est vraiment adapté pour ce soir. Et si vous êtes prêt ou prête, trouvez à nouveau, comme on a fait pour commencer, une assise confortable en séparant les pieds. Donc, si vous avez les jambes croisées à nouveau, vous pouvez les séparer. Et simplement observez ici le contact de votre corps contre le sol, le contact des pieds, le contact des fessiers contre le sol. Si vous êtes adossé à un dossier de chaise ou à un mur, vous pouvez sentir aussi le contact de votre dos contre le support. Déjà, simplement observez ici ces sensations de votre corps, peut-être les sensations de vos vêtements contre votre peau. Sentez peut-être la température de l'air contre votre peau, contre vos mains, contre votre visage. Et on va refaire l'exercice qu'on avait commencé au début, de respirer par le nez. Si vous avez besoin pour relâcher, parfois, on peut inspirer par le nez et expirer avec la bouche ouverte. Ou bâiller. Si vous avez besoin de bâiller, n'hésitez pas. Et une fois qu'on a relâché tout ça, on peut revenir à une respiration nasale, 100% par le nez. Et à nouveau, comme au tout début, simplement observer l'air qui rentre par le nez, qui remplit vos poumons. Et à l'expire, l'air qui ressort légèrement réchauffé. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Maintenant, on va essayer d'équilibrer l'inspire et l'expire. Arrêtez le pas. On va équilibrer l'inspire et l'expire. Donc, expirez profondément, videz l'air de vos poumons. Et commencez à inspirer en 4, 3, 2, 1. Et expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez en 4, 3, 2, 1. Expirez en 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme. Si vous voulez compter jusqu'à ou à partir de 3 ou 5. Peu importe la longueur de l'inspire ou de l'expire, simplement essayez d'équilibrer. Et peut-être que petit à petit, chaque inspire et chaque expire s'allonge. Encore une fois. Vous allez finaliser avec une longue expire. Prenez votre temps.
Et revenez à une respiration complètement naturelle à la fin de la prochaine expire. Est-ce que vous sentez quelque chose de différent ou pas? Maintenant, on va faire ce que l'on appelle la respiration du yogi, la respiration yogique, qui est une respiration complète où on va, c'est pas si compliqué que ça, on va inspirer depuis le bas et on va remonter pour remplir jusqu'aux clavicules. Donc pour cette respiration, vous pouvez, si vous voulez, mettre une main au niveau du bas-ventre et une main au niveau de la poitrine. Donc ça va aider vraiment à sentir ces zones-là. Videz l'air de vos poumons. Et avec la prochaine inspire, vous allez gonfler le ventre, remplir depuis le bas, les poumons, les côtes flottantes, jusqu'aux clavicules, jusqu'à la gorge. Et à l'expire, on fait le chemin inverse, depuis les clavicules jusqu'au bas-ventre. Vous pouvez répéter encore 2 fois, d'inspirer depuis le bas vers le haut et d'expirer depuis le haut vers le bas. Peut-être que c'est léger, la sensation de bas vers le haut, haut vers le bas. Il n'y a aucun problème. Continuez encore une fois. Et à votre rythme, finalisez avec une longue expire. Puis revenez à une respiration complètement naturelle. On détend les épaules, on détend la peau du visage. À nouveau, observez si vous sentez quelque chose de différent ou pas. On peut ne rien sentir aussi. Tout est OK. Comme je vous expliquais, on essaye de bouger au rythme de notre respiration. Donc, si vous voulez, vous pouvez rester assis, assise. Et moi, je vais me lever pour faire les échauffements. On va échauffer les articulations depuis le haut du corps jusqu'au bas du corps. Donc, si vraiment vous êtes mieux assise, faites assise. Il y aura toujours un moyen de faire parce qu'on va mobiliser les articulations. Si vous avez un dossier derrière vous, ramenez un peu les fessiers vers l'avant. Vous pourrez plus facilement bouger. Et si vous voulez être plus à l'aise, levez-vous avec moi. Hop, et on sera encore mieux. Donc vraiment, voilà, j'ai même pas mis de tapis de yoga. Je garde la chaise ici parce qu'elle va pouvoir aider pour l'équilibre. Ou un mur aussi, ça va aider. Mais les premiers mouvements vont être très, très doux. Et on va juste séparer un peu ça. Yup. Vous voyez? Voilà. OK. Donc, trouvez les pieds séparés à la largeur de vos hanches, plus ou moins. Trouvez la séparation qui vous va bien. Puis, sentez les pieds bien ancrés. Ici, on peut garder les genoux légèrement fléchis. Donc, si vous êtes en jean, il n'y a aucun souci. Vous gardez vos vêtements, enfin le jean ou quoi que ce soit. Ça ne va pas du tout vous embêter. Mais trouvez ici, si vous avez des chaussures, peut-être enlevez-les. Si vous avez des chaussettes, ça va encore. En pieds nus, c'est encore mieux. Mais trouvez simplement un bon appui, un bon ancrage avec les pieds. Et gardez un petit peu de souplesse dans les genoux si c'est OK, ou jambes tendues. Choisissez ce qui marche le plus pour vous. Moi, je vais le faire avec les jambes tendues pour commencer. Et comme je vous disais, on va commencer avec le haut du corps. Donc, on va commencer avec le cou. Donc, vous pouvez complètement le faire assise. On va ramener le menton vers le bas et expirer profondément. Donc, toujours, si possible, par le nez. De temps en temps, vous pouvez expirer par la bouche ou bâiller. Toujours, n'hésitez pas. Et à nouveau, revenez à une respiration par le nez. Avec la prochaine inspire, on va ramener le menton vers l'épaule droite.
Avec l'expire, on revient au centre. Puis on change. On inspire le menton vers l'épaule gauche. Et avec l'expire, on revient au centre. Encore une fois. Si vous préférez rester juste avec le menton vers le bas pour sentir la nuque qui s'étire, faites-le. Et maintenant, si vous sentez que c'est OK, vous pouvez faire des grands cercles. Avec l'inspire, on ramène le menton vers la droite, puis on le relève. On inspire, puis le menton vers l'épaule gauche et vers le bas. Et on expire ici. Et vous pouvez en faire encore deux. Si vous êtes mieux avec le menton vers le bas, continuez à faire des mouvements de va-et-vient. Sinon, faites des grands cercles. On finalise les cercles vers la droite pour les personnes qui font les grands cercles, puis on change vers la gauche. On inspire, on ramène le menton vers l'arrière, puis avec l'expire, le menton vers le bas. Donc, peu importe quel côté vous faites, mais faites les deux côtés. Moi, j'en fais trois, mais si vous en faites deux, si vous en faites quatre, c'est pareil, hein. Et on expire profondément pour finaliser. On ramène le menton vers le bas, la poitrine légèrement vers le menton. Ça va vraiment encore plus étirer ici la nuque. Sentez peut-être quelque chose au niveau du haut des épaules. Et avec la prochaine inspire, hop, on relève la tête. Maintenant, on va passer aux épaules. On ramène les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Et ici, avec la respiration, on va expirer quand on ramène les épaules vers l'avant et inspirer quand on ramène les épaules vers l'arrière. En fait, des cercles plus ou moins amples en fonction de vos sensations. Si vous mobilisez qu'une épaule, c'est OK. Si vous avez une douleur sur une épaule. Et essayez de sentir ici peut-être ce qui se passe au niveau du haut du dos. Les omoplates qui bougent en même temps. Quand on ramène les épaules vers l'arrière, on a les omoplates qui se rapprochent. Et quand on ramène les épaules vers l'avant, les omoplates qui se séparent. Et observez ici la vitesse à laquelle vous allez dans ce mouvement. Puis on va changer le sens. Maintenant, on va vers l'arrière. On inspire, les épaules vers le haut, puis vers l'avant, on expire. Ici, en fonction des sensations, il y a des personnes qui préfèrent rester juste avec le haut du dos, les épaules qui bougent, puis d'autres qui font des grandes vagues. Vous voyez ce qui vous fait envie. Si vous avez envie de mobiliser un peu plus le milieu du dos, le bas du dos en même temps, ou pas. Encore un ou deux cercles. Hop. Et on revient en position neutre. On va s'occuper de nos poignets maintenant. On va tendre les bras avec les doigts, les poignets en extension, les doigts vers le haut, puis vers le bas. Faites ce mouvement quelques fois. Et pareil pour les poignets, vous voyez ce qui est OK. Normalement, ici, on propose de le faire avec les coudes tendus, mais n'hésitez pas à adapter si vous sentez des sensations un peu bizarres au niveau des coudes, des épaules. On essaie de garder les épaules vers le bas. Et maintenant, si vous voulez rajouter un peu, on va faire des grands cercles. On ouvre les doigts sur les côtés, puis vers le bas, et on les rapproche et on continue. Et ici, pareil, vous pouvez observer la vitesse à laquelle vous bougez. Et ce qu'on recommande souvent, c'est si on sent qu'on a besoin de calme, on va ralentir le mouvement. Si au contraire, on sent qu'on a été un peu trop sur le sofa toute la journée, qu'on a besoin de bouger, on peut aller un peu plus vite. Vous voyez ce qui vous fait envie maintenant. Et on change le sens de rotation. OK. On va ramener les doigts sur nos épaules, rapprocher les coudes qui vont se toucher à l'avant. Et à nouveau, on inspire, on relève les coudes, on les ramène vers l'arrière. Et avec l'expire, les coudes vers l'avant.
On va en faire 3 ou 4 en fonction de la vitesse à laquelle vous allez. La prochaine fois qu'on a les coudes qui se touchent, on va changer. On ramène les coudes vers l'arrière, on inspire, puis les coudes vers l'avant, on expire. Et un dernier. Gardez les coudes vers l'avant ici. On peut arrondir un peu le dos, expirer et avec l'inspire, ouvrez. Avec l'expire, rapprochez les coudes. Avec l'inspire, ouvrez. Continuez. Si vous êtes assise ou assis, vous pouvez faire le même mouvement, mais vous pouvez aussi éventuellement faire ce mouvement qui est comme le chat vache, d'arrondir le dos avec l'expire et avec l'inspire, de ramener la poitrine vers l'avant. Donc, dans les deux cas, faites le mouvement qui marche. Inspirez, on a une extension de la colonne vertébrale ici. Et avec l'expire, on arrondit le dos, les coudes se touchent à l'avant. Encore une fois. Puis on défait. On détend à nouveau les épaules, les bras. On retrouve les pieds bien ancrés. Et on va bouger les hanches vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, comme si on faisait du hula-hoop. Ici, en général, on mobilise le bas du dos. Donc, parfois, pour les personnes qui ont des sensations de compression ici, ça peut aider à faire bouger un peu, à créer un peu plus d'espace. Si vous êtes assise, vous pouvez faire simplement des cercles. Dans un sens, et on va changer le sens de rotation. Encore un ou deux cercles à votre rythme. Ok. Maintenant, on va passer aux genoux. Et ici, on sera quand même mieux debout. Mais pareil, si vous êtes assise, vous pouvez lever les genoux et faire des cercles. Sinon, fléchissez les genoux, trouvez les pieds plus ou moins joints, fléchissez les genoux. Ici, ça marche pas mal quand on a les jambes qui se touchent. Et on va mettre les mains juste au-dessus de nos genoux avec les doigts vers le centre. Ok. Et là, on va expirer avec les genoux fléchis et avec l'inspire, on tend les jambes. On expire. On devrait même sentir nos chevilles ici. Avec l'inspire, on tend les jambes. Encore 2-3 fois. Et maintenant, on va rajouter des cercles. Depuis le bas, on va aller vers la droite, revenir au centre et aller vers la gauche. Et ici, vous pouvez faire des petits cercles ou des grands cercles. Et on essaye de garder les pieds contre le sol. Si vous êtes assise, vous pouvez faire des mouvements ici avec les genoux, en mobilisant un genou puis un autre. Et on va changer le sens de rotation. Encore un ou deux. Et on revient au centre. OK. Si vous avez besoin pour l'équilibre, vous pouvez prendre une chaise ou avoir un mur, un meuble, peu importe. Si c'est OK, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Voyez en fonction de vos besoins. On va mobiliser une cheville après l'autre. Donc, commencez avec n'importe quel pied. Vous allez ramener le pied en pointe devant vous, puis ensuite en flex, quelques fois. Et là, si c'est OK, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. La jambe d'appui, elle peut être tendue, mais parfois, quand on garde un peu de souplesse, ça va aider pour l'équilibre. Vous voyez si ça marche un peu mieux, si c'est OK. Et là, on va commencer à faire des cercles dans un sens, avec la cheville. Puis dans l'autre sens. Et on change. L'autre pied,
D'abord, allez-y doucement pour trouver votre équilibre, voir ce qui vous convient bien, avec simplement flex, pointe du pied. Puis, on commence à faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Super. Et on revient au centre. Trouve à nouveau les pieds suffisamment séparés. Je me mets sur le côté pour que vous me voyez, mais vous restez comme vous êtes. Les mains au niveau du bas du dos. Si c'est OK, ramenez un peu les épaules vers l'arrière. Et on va faire une extension de la colonne et une flexion. Et ici, vous pouvez faire des petits mouvements ou des mouvements plus amples. Avec la prochaine inspire, on va ramener un peu les hanches vers l'avant, la poitrine vers le haut, les coudes vers l'arrière. Et avec l'expire, on va s'incliner vers l'avant. Et ici, vous pouvez fléchir les genoux, vous inclinez juste un peu, détendez la nuque. Avec l'inspire, à nouveau, on se relève, on ramène les hanches vers l'avant. Avec l'expire, on s'incline. Si c'est OK, vous pouvez garder les jambes tendues. Encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Inspirez, extension. Expirez, flexion. N'hésitez pas à adapter l'amplitude en fonction de vos sensations. Une dernière fois. On va revenir en haut. Et ici, on va utiliser la chaise ou ça peut être un mur simplement ou une table, peu importe. On va essayer de créer une extension, une belle extension de la colonne vertébrale avec un petit support. Donc ici, vous pouvez mettre les mains ou les avant-bras sur la chaise. Si c'est un mur, mettez les mains à plat sur le mur, bras tendus. Et ensuite, trouvez la position de vos pieds suffisamment séparés de votre support pour pouvoir avoir le haut du corps qui fond vers le bas. Et on peut détendre ici la tête vers le bas. N'hésitez pas à adapter. Il n'y a pas une manière de faire ce genre de mouvement. Vous pouvez avoir les genoux un peu fléchis. Détendez la nuque. On va ouvrir ici, en tout cas créer un peu une belle extension surtout du haut du dos, milieu du dos. N'hésitez pas à sortir de cette posture si c'est trop intense, si vous n'êtes pas confortable. Maintenant que vous connaissez les principes du yoga doux, n'hésitez pas à sortir, à arrêter pendant un instant la pratique et peut-être faire un petit exercice de respiration entre deux. Et lentement, pour tout le monde, on va ressortir. Hop. Et séparer les pieds un peu plus. Ici, moi j'ai un sol qui glisse un peu quand j'ai les chaussettes. Donc c'est bien parce que si ça peut être pas mal si je veux vraiment faire travailler mes muscles à fond, c'est chouette. Mais si je veux gagner en stabilité et moins me fatiguer, j'enlève mes chaussettes. Hop. Donc, voyez en fonction de votre sol, si l'adhérence est correcte ou pas. Si ça glisse, vous allez devoir travailler un peu plus. On va aller vers la posture du guerrier. Donc pour ça, on va aller avec notre pied droit. On va pivoter sur notre talon, ouvrir ici. Donc moi, j'ai la chaise, mais on n'a vraiment pas besoin de chaise, hein. Je l'indique avec, mais vous voyez, normalement, vous pourriez le faire sans, hein. On va fléchir le genou droit. Pareil, si c'est plus agréable de garder les jambes tendues, gardez les jambes tendues. Sinon, on fléchit le genou droit. Et ici, trouvez l'espace entre vos pieds pour que ça soit confortable. On a un petit guerrier comme ça, par exemple, avec les pieds très proches, ou on peut séparer les pieds. Beaucoup. Vous voyez ce qui est OK. Trouvez le genou au-dessus de votre cheville. Essayez d'éviter de ne pas trop dépasser. Juste là, c'est très bien. Et on va ouvrir les bras. Parallèle par rapport au sol. Si vous voulez, pour détendre les épaules, ramenez les mains ici,
sur les épaules pour être sûr que les épaules sont bien détendues, puis ouvrez. Et pour les bras sensibles, gardez les mains au niveau des hanches. On va déjà faire beaucoup travailler les jambes. Une autre option, vous pouvez rester ici, on va rester quelques respirations. Si vous voulez un peu de dynamisme, avec l'inspire, on va tendre la jambe, rapprocher les mains vers le haut. Avec l'expire, on repart. À nouveau, on inspire. On tend la jambe et avec l'expire, on fléchit notre genou droit. On inspire, on tend. Avec l'expire, on fléchit le genou droit et on peut rester ici 3-4 respirations. N'hésitez pas à sortir à n'importe quel moment. Sinon, encore 2. Et 1. Lentement, on revient hop, à l'avant et on va changer. Alors moi, pour pouvoir vous voir, je change la position de ma chaise et j'ouvre à nouveau et je pivote sur le talon du pied gauche. Trouvez ici à nouveau la position de vos pieds, l'espace entre vos pieds, plus ou moins grand. Ça peut être un petit guerrier, un grand guerrier, peu importe. Détendez bien les épaules. On peut garder les mains ici sur les hanches, puis sortir, revenir. Si c'est OK, on sépare les bras. Les épaules restent vraiment détendues. Et si vous voulez un peu de dynamisme, on expire ici. Avec l'inspire, on ramène les mains vers le haut, on tend notre genou gauche. Avec l'expire, guerrier. À nouveau, on inspire, les mains vers le haut, jambes tendues. On expire, la posture du guerrier. Une dernière fois, en mouvement. Et on va rester maintenant 3-4 respirations. Et pareil, si vous voulez continuer à faire les mouvements dynamiques, n'hésitez pas. Et si vous voulez sortir, pareil. Encore 2. Et 1. On revient au centre. On va garder les pieds un petit peu séparés, en tout cas plus que la largeur de nos hanches, et rentrer les talons. Hop, voilà. Avec l'expire, on fléchit les genoux. Avec l'inspire, on tend les jambes. À nouveau, avec l'expire, on fléchit les genoux. On a les pieds qui sont ouverts, les orteils qui sont ouverts sur les côtés. Avec l'inspire, on tend. On expire, on descend. On inspire, on relève. Une dernière fois et on va rester 3 respirations en bas. Si vous voulez, vous pouvez rajouter les bras en forme de cactus avec les mains vers le haut. Encore 2. Et lentement, on défait. On va aller à nouveau s'asseoir. Avec la prochaine inspire, on va relever les bras et on va tourner vers notre côté droit. Main droite qui va chercher le dossier ou peut-être le bas du dos. Ça peut être simplement la main au niveau du bas du dos et la main gauche qui va se poser sur une des 2 jambes pour créer une torsion ici. Avec l'inspire, vous pouvez vous grandir. Avec l'expire, vous pouvez rentrer un peu plus dans la torsion. N'hésitez pas ici à trouver la bonne intensité dans cette torsion. Et normalement, on tourne la tête pour regarder loin derrière nous. Encore une. Et lentement, on défait. À nouveau, on inspire, on relève les bras. Avec l'expire, on change. Main gauche derrière, main droite, on peut croiser. Même sur le genou droit, c'est très bien. Et on peut soit s'aider avec la main sur le dossier, soit la main au niveau du bas du dos. Avec l'inspire, on se grandit. Avec l'expire, on rentre un peu plus dans la torsion. Une dernière respiration ici. Et on revient au centre. OK. Retrouvez à nouveau les pieds bien posés contre le sol, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant.
Et simplement observer si vous sentez une différence entre le début de la pratique et maintenant, peut-être au niveau physique, au niveau du souffle, peut-être au niveau des émotions, de l'énergie. On va rester juste quelques derniers instants, si possible, avec les yeux fermés, connectés avec notre respiration, avec nos sensations. Voyez si vous pouvez détendre un peu plus la peau du visage, les yeux, la mâchoire. Même avec la bouche fermée, la mâchoire va s'ouvrir légèrement. On peut laisser la langue aussi se déposer au fond de la bouche. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez rapprocher les deux mains devant vous et porter l'une contre l'autre. Et allez les déposer devant le visage, devant les yeux. Et lentement, on va séparer les mains du visage, ouvrir les yeux. Et pour finir la pratique, vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les deux mains ici au niveau du sternum. Ou parfois une main en bas, une main en haut, abdomen, sternum. Et si vous voulez tester un autre geste qui va chercher aussi à être très réconfortant, avec la main droite, allez le mettre au niveau du pli de l'aisselle gauche, le pouce vers le haut, le coude détendu et l'autre main qui va aller chercher l'épaule. Les deux coudes se détendent vers nous. Et ici, on peut garder les yeux ouverts ou les fermer et simplement observer si ce geste nous procure une sensation ou pas. Quand vous êtes prêt ou prêt, vous pouvez défaire. Et je vous remercie énormément pour m'avoir suivi pendant cette pratique, m'avoir écouté pendant ce long monologue. Et je laisse la parole à Karine. Oui, alors on a eu quelques petites questions. Alors, est-ce que le Pilate a la même efficacité que le yoga ou est-ce que c'est une activité différente et complémentaire? Alors, le Pilate, ça vient de Joseph Pilate, un monsieur qui a étudié le yoga et qui mélange plein de choses, notamment, et en plus, dans le Pilate, il y a plein de... alors, je ne suis pas spécialiste de Pilate, je tiens à le dire. Je suis professeure de yoga, mais de ce que je sais, c'est qu'il y a différents types de Pilates. Il y en a qui se font avec un tapis au sol, il y en a qui se font avec des machines qui s'appellent le réformeur. Donc, moi, enfin, je pense que ça peut être une activité très complémentaire. Et pour certaines personnes, le Pilate va les appeler plus parce que ça va être une pratique où le côté philosophique est un peu mis de côté par rapport au yoga. Parce qu'en yoga, il y a quand même toute la partie spiritualité qui est assez souvent présente. Donc, en fonction des affinités, je vous invite à tester les deux, tester avec des professeurs
Moi, avec le yoga, j'ai mis du temps à trouver la professeure qui m'a plu, la première professeure qui m'a vraiment plu. Au début, j'allais de studio en studio et j'étais là, ce truc, c'est pas pour moi. Ça n'a pas été un amour au premier regard avec le yoga. Donc, donc, je vous invite à faire pareil, à ne pas vous dire le yoga, c'est pas pour moi ou le pilate, c'est pas pour moi parce que vous avez juste pas accroché avec le ou la prof ou que c'était pas le bon jour. D'accord. Voilà. Et pareil, le rapport entre la sophrologie et le yoga? Et la sophrologie aussi utilise des outils de respiration qu'on utilise aussi en yoga. Donc ça se croise énormément. Ouais, ça se croise énormément. Et là, pareil, c'est une histoire d'affinité. Donc moi personnellement, je n'ai jamais fait de cours de sophrologie en groupe. J'ai juste fait des sessions individuelles. Et je m'étais dit, ah tiens, ça me rappelle des choses. Mais c'est tout ce que je sais de la sophrologie. Donc, je sais aussi qu'il y a eu beaucoup d'études. Enfin, ça a été étudié. Je pense que c'est une très belle pratique. Et voilà, c'est vraiment, ça dépend de l'affinité à nouveau de chaque personne. Donc, allez-y tester pour trouver vraiment le truc qui vous va, quoi. Que ça soit D'accord. de la sophro, du pilate ou du yoga. Ouais. Et on a besoin de quoi comme matériel pour pratiquer le yoga? Alors, on a besoin d'un corps. Ouais, On on a va besoin d'un essayer. corps, mais en général, on a besoin de ça souvent. Le tapis. Ouais, d'un tapis. Ça, mais c'est le tapis, quoi. Mais au début, pour les cours de yoga qu'on fait en ligne, moi, je propose aux personnes de le faire sur juste un tapis, le tapis du salon, si c'est en fonction des tapis de chacun, hein. Mais si vous avez un tapis au salon qui est un peu doux, qui bouge pas dans tous les sens quand vous êtes dessus, ça peut aussi le faire. Pour venir tester, n'investissez pas, payez pas un tapis, je sais pas combien, pour faire une fois du yoga dans votre vie. Et si vous allez dans un studio, en général, ils en prêtent. Donc, D'accord. testez et après, vous pouvez investir si vous voulez dans un tapis. C'est la première chose qu'il faut avoir. Et après, des vêtements qui nous permettent de bouger. C'est tout ce qu'il faut. Ok. Bah, écoute, merci en tous les cas, Émilie, infiniment pour toutes ces informations et puis pour cette séance. Et je rappelle donc que tous les adhérents de l'association Vivre avec une NMP ont accès à des cours de yoga en ligne une semaine sur deux. Donc n'hésitez pas à adhérer et on vous enverra toutes les infos. Merci Pauline qui était aux manettes techniques. Merci aussi à nos soutiens institutionnels que sont Novartis et BMS. Et rendez-vous, alors notez bien la date et surtout l'horaire, le 22 décembre à 18 heures, pas 19 mais 18. Nous aurons rendez-vous avec le professeur Kiladjian pour la présentation des nouveautés en matière de recherche, de traitement des NMP, tout ce qui va être annoncé lors du congrès de l'H à Orlando début décembre. Voilà, merci à tous, merci encore Émilie, merci Pauline. Bonne soirée et à très bientôt. Merci.